Imaginez que vous venez de perdre votre bébé. Vous êtes seul, allongé dans votre lit, vidé de votre sang et de vos larmes. Pendant ce temps, votre mari et votre meilleur ami d'université, celle à qui vous confiez tout, s'envoient en l'air dans un hôtel, que vous avez payé. Quand j'ai découvert l'ampleur de leur trahison, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai appelé mon avocat. Puis je les ai invités à dîner, dans leur restaurant préféré. Ce qu'ils ont reçu ce soir-là? Un plat qu'ils n'oublieront jamais. Devant tout le monde. Il fallait voir leur tête. La nuit où j'ai perdu le bébé, j'étais seule. Aaron m'avait dit qu'il devait travailler tard. Mais plus tard, j'ai appris qu'il était avec Jessica. Ma meilleure amie. Celle qui m'aidait à choisir la robe de mariée, qui a dormi chez nous des semaines après sa rupture, qui avait pleuré d'émotion quand je lui ai annoncé ma grossesse. On essayait d'avoir un enfant depuis presque 2 ans. Ce bébé, c'était tout pour moi. J'étais à plus de 3 mois, le cap critique venait d'être franchi. Je commençais à y croire. Et puis un soir, les crampes ont commencé. Puis le sang. Et ce silence assourdissant dans la maison, pendant que je l'attendais. Je lui ai envoyé un message, je crois qu'il se passe quelque chose de grave. Pas de réponse. Je l'ai appelé. Messagerie directe. J'ai fini par commander un VTC pour aller aux urgences. Seule. Quand l'infirmière m'a dit qu'il n'y avait plus de battements de cœur, je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé l'écran, puis mon ventre. Comme si mon propre corps m'avait trahi. Aaron est arrivé à 2 heures du matin. Il sentait le parfum bas de gamme et le mensonge. Il avait l'air surpris, pas paniqué. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais j'étais trop brisée pour m'en soucier. Il s'est assis à côté de moi et m'a pris la main. Je me souviens qu'il m'a dit, on réessaiera. Comme si c'était aussi simple. Comme si mon corps n'était pas devenu un tombeau. Je n'ai rien dit à personne, même pas à Jessica. Du moins, pas tout de suite. Je suis restée chez moi pendant 1 semaine. Jessica n'est jamais venue. Elle a juste envoyé des fleurs. J'ai pensé qu'elle ne savait peut-être pas quoi dire. Je lui ai laissé le bénéfice du doute. Encore une fois. Mais 1 semaine plus tard, j'ai vu passer une transaction sur notre carte bancaire commune, un hôtel à une 40aine de kilomètres. J'ai appelé, en prétendant être l'assistante d'Aaron. Ils m'ont confirmé la réservation. 1 nuit. Suite King. Service en chambre pour 2 personnes. La date? Le soir où j'ai perdu notre bébé. J'ai senti ma respiration se bloquer. Je ne voulais pas y croire. J'avais besoin de preuves. Alors j'ai fouillé. Ces messages? Vide. Email? Supprimé. Mais il avait oublié son iPad. Toujours connecté à son compte iCloud. Et là, je l'ai vu. Une conversation avec un certain Jay. Malin. Mais pas assez. Jay, c'était Jessica. Des centaines de messages. Des photos. Des vidéos. Des plans. L'un d'eux disait même à quel point c'était pratique que je sois trop distraite pour remarquer. J'ai failli vomir. Mais je ne l'ai pas confronté. Pas encore. À la place, j'ai tout copié. Capture d'écran. Facture d'hôtel. Message. Je me suis tout envoyé par mail. Puis j'ai appelé un avocat. Est-ce que vous pouvez m'aider à ruiner 2 personnes d'un coup? Je lui ai demandé. Il m'a répondu, racontez-moi tout. Et je l'ai fait. Mais avant de passer à l'attaque, je devais faire en sorte qu'il ne se doute de rien. Alors j'ai invité Jessica à bruncher. Comme avant. Un grand sourire. Elle aussi a souri, elle croyait peut-être avoir gagné. Mais je venais à peine de commencer. Je me suis installée en face de Jessica, à notre café habituel, celui avec la terrasse et les latte hors de prix. Exactement la même table où on avait organisé ma soirée d'enterrement de vie de jeune fille. Elle était sublime, bien sûr. Boucles parfaitement dessinées, manucure fraîche. Pas l'ombre d'un remords. Rien dans le regard. Tu as l'air épuisée, ma pauvre, a-t-elle dit en penchant légèrement la tête, faussement inquiète.
Tu arrives à dormir un peu? J'ai forcé un sourire. Tu sais comment c'est, les hormones sont encore en vrac. Mais Aaron est top, il gère tout. Son visage a à peine changé. Juste un battement de cils. Puis elle a tendu la main et m'a touché le poignet. Tu as tellement de chance de l'avoir. De la chance. J'ai eu envie de lui arracher les doigts de ma peau. Mais à la place, j'ai dit, je pensais, on aurait tous besoin d'une pause. Toi, moi, Aaron. Un petit dîner la semaine prochaine? C'est pour moi. Ton resto préféré, le Marais. Ses yeux se sont illuminés comme ceux d'une gamine à qui on offre un bonbon. Sérieusement? C'est impossible d'avoir une table là-bas. Pas quand tu es en deuil, j'ai plaisanté. Les gens disent oui à tout quand tu pleures sur leur messagerie. Elle a ri. Elle a vraiment ri. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai relu chaque message entre eux. J'ai tout classé, leurs blagues sordides, leurs codes secrets, leurs petits jeux pour faire semblant d'être discrets. Un message de Jessica disait, elle est tellement obsédée par sa grossesse qu'elle ne remarque même pas quand tu n'es pas là. Et Aaron avait répondu, c'est comme vivre avec un fantôme. Je n'étais pas le fantôme. C'était eux. J'ai commencé à préparer le terrain. Pas juste mentalement, mais concrètement. J'ai tout donné à mon avocat, relevés bancaires, dossiers médicaux, même une attestation du médecin précisant que le stress de la fausse couche avait probablement été aggravé par une négligence émotionnelle. Il m'a dit que mon dossier était solide. Il m'a aussi conseillé de rester patiente. Ils vont se saborder eux-mêmes, il m'a dit. Il suffit de leur tendre la pelle. Alors j'ai joué mon rôle. Femme aimante, effondrée. Je préparais les repas. Je lavais son linge. Je pleurais sous la douche, là où il ne pouvait pas me voir. Je le serrais dans mes bras la nuit, pendant qu'il pensait sûrement à elle. Et il a commencé à se relâcher. Rentrée tardive. Téléphone laissé sans surveillance. Un soir, j'ai vu une alerte s'afficher sur son agenda, anniversaire J&J 6 mois. Anniversaire. Il y a 6 mois, j'étais encore en traitement pour tomber enceinte. C'est Jessica qui m'accompagnait à la clinique, qui me tenait la main quand on a transféré l'embryon. Elle pleurait quand je pleurais. Maintenant, je savais pourquoi. Elle ne pleurait pas pour moi, elle pleurait pour la fin de son illusion, celle d'être la meilleure. Quand le fameux dîner est arrivé, tout était prêt. Mon avocat, assis à une table un peu plus loin. Un photographe discret, 2 sièges derrière. Et un dossier imprimé, dissimulé sous la table, pas seulement les preuves de leur liaison, mais tout ce que j'étais sur le point de leur remettre en pleine figure. Ils sont arrivés ensemble. Jessica portait du rouge. Un choix audacieux pour quelqu'un dont la vie allait voler en éclats. Aaron avait l'air décontracté, sûr de lui, presque arrogant. Il m'a embrassé sur la joue comme si tout allait bien. Je suis surpris que tu te sois faite belle, il a murmuré. Tu vis en jogging depuis des semaines. J'ai souri. Je voulais être jolie pour ce soir. Et je l'étais. Cheveux bouclés. Maquillage impeccable. Rouge à lèvres rouges, le même que Jessica, mais pas pour les mêmes raisons. Quand le serveur a apporté le vin, j'ai levé mon verre. Aux vieilles amitiés, j'ai dit. Et au fin. Jessica a encore ri. Tu veux dire, au commencement. Je l'ai regardée. Vraiment regardée. Elle ne se doutait de rien. Aaron non plus. Mais ils allaient comprendre. Très bientôt. Dès que le serveur s'est éloigné, j'ai glissé la main sous la table et posé l'enveloppe épaisse à côté de mon verre de vin. Aucun des deux ne l'a remarqué tout de suite. Jessica était trop occupée à pianoter sur son téléphone, sûrement pour lui envoyer un message dégueulasse sous la table, et Aaron remplissait à nouveau son verre, le roi de la soirée. J'ai raclé doucement ma gorge et poussé l'enveloppe vers le centre de la table. Avant qu'on commande, ai-je dit calmement, j'ai quelque chose pour vous deux. Aaron a levé les yeux. Ses sourcils se sont froncés. Jessica a penché la tête, comme un chiot qui ne comprend pas. C'est quoi, ça? Juste quelque chose que je pense que vous méritez, j'ai répondu. Elle l'a attrapé. Ses mains parfaitement manucurées ont ouvert le rabat lentement, toujours avec ce sourire sur le visage.
Aaron s'est penché, intrigué. Puis, le silence. J'ai observé ses yeux parcourir les pages. D'abord de la confusion. Puis ses lèvres se sont entr'ouvertes. Sa mâchoire s'est crispée. Ses doigts se sont mis à trembler. Elle a tendu l'enveloppe à Aaron comme si elle venait de se brûler. Il a parcouru les pages plus vite, puis plus lentement. Son visage est devenu livide. Complètement vidé de son sang. Ils sont restés figés, tous les deux. Jessica a été la première à parler. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Tu me dis », j'ai répondu. « Tu reconnais les messages, non ? Et les reçus d'hôtel ? Et la photo de vous deux devant la chambre 423 ? L'heure correspond exactement à 90 minutes après que je sois rentrée de l'hôpital. » Aaron a essayé de parler. « Chérie. » « Non, je l'ai coupé net, la voix glaciale. Tu ne m'appelles plus comme ça. C'est terminé depuis le moment où tu as décidé d'aller coucher avec ma meilleure amie pendant que je perdais notre bébé. » Jessica a poussé un petit cri de surprise. « Tu ne peux pas juste, c'est un malentendu. » J'ai ri. Un vrai rire, cette fois. « Un malentendu ? Tu veux que j'explique à tout le restaurant ce qu'est ce malentendu ? Je suis sûre que tout le monde serait ravi d'apprendre que tu couches avec le mari de ta meilleure amie depuis 6 mois. » Aaron s'est penché vers moi, baissant la voix. « On peut en parler en privé ? Oh, tu veux dire dans un hôtel ? » J'ai souri. « J'en ai déjà réservé un. Pour ton avocat. » Les mains de Jessica tremblaient désormais. Elle a reculé sa chaise. « Tu nous as piégés. » Évidemment. Qu'est-ce que tu pensais ? Que j'allais pleurer et vous supplier d'arrêter ? Non. Moi, j'enterrais mon enfant pendant que vous créiez vos souvenirs secrets. Maintenant, c'est à mon tour d'enterrer ce couple. Aaron regardait autour de lui, paniqué. On peut en parler à la maison. Il n'y a plus de maison, ai-je répondu. Tu seras officiellement convoqué demain. Mais je voulais avoir le plaisir de le faire moi-même. Ici. Puis j'ai ouvert mon sac et sorti le dernier objet, un petit cadre avec l'échographie. Je l'ai posé doucement devant eux. Dites au revoir à la vie que vous avez détruite. Le restaurant entier s'était tu. Même les couverts avaient cessé de teinter. Jessica s'est levée d'un bond, le visage rouge, les lèvres serrées. Tu es diabolique. Non, ai-je dit en me levant aussi. Je suis juste fatiguée d'être idiote. Je me suis tournée vers le serveur, j'ai fait un signe pour l'addition, et je suis sortie. Derrière moi, j'ai entendu Aaron m'appeler par mon prénom. Je ne me suis pas arrêtée. Dehors, l'air frais m'a frappé comme une vague glacée. J'avais envie de hurler, de m'effondrer, de disparaître. Mais je ne l'ai pas fait. Mon avocat m'attendait près du parking. Tout s'est passé comme prévu, m'a-t-il demandé. Ils ont tout lu, ai-je dit. Et alors ? Ils avaient exactement la tête des menteurs qu'ils sont. Il a souri. Alors demain, on termine le travail. J'ai hoché la tête. Demain, j'arrête d'être la victime. Le lendemain matin n'a pas apporté de soulagement, il a apporté la confrontation. À exactement 6h47, mon téléphone a commencé à vibrer sans interruption. D'abord Aaron. Puis Jessica. Puis encore Aaron. J'ai laissé sonner. Encore et encore. Les messages vocaux se sont accumulés. L'un après l'autre. Je n'avais pas besoin de les écouter. Qu'est-ce qu'ils auraient pu dire ? Pardon ? C'était une erreur ? On peut en parler ? Ils avaient eu des mois pour parler dans des chambres d'hôtel, dans des textos, pendant mon absence. À 8h30, j'ai enfin reçu le message que j'attendais. Pas de mon avocat. Il a été officiellement notifié. Ces 3 mots ont résonné comme une clé qui tourne dans une serrure. Une serrure dans laquelle j'étais enfermée sans m'en rendre compte. Je suis restée plantée au milieu de ma cuisine, le téléphone à la main, et j'ai simplement respiré. Lentement. Profondément. Pour la première fois depuis des semaines. Peut-être des mois. Même pas 30 minutes plus tard, une nouvelle notification. Aaron, j'ai reçu les papiers. S'il te plaît.
Laisse-moi t'expliquer. Je suis restée figée devant le message. Une partie de moi avait envie de le supprimer. De le bloquer. De tourner la page sans jamais plus entendre sa voix. Mais une autre partie, celle qui avait supplié cet homme de venir quand je saignais seule aux urgences, voulait voir quelle nouvelle excuse il allait inventer. Alors j'ai répondu. Moi, 1 heure. À la maison. Dis ce que t'as à dire. Ensuite, tu sors de ma vie. Je n'ai pas rangé. Je n'ai pas coiffé mes cheveux. Je n'ai pas mis de maquillage. Je voulais qu'il me voie comme j'étais vraiment, la femme qu'il avait abandonnée. Quand il est arrivé, il a frappé doucement, comme s'il avait peur de réveiller un bébé qui dort. L'ironie m'a brûlé de l'intérieur. J'ai ouvert la porte sans un mot et je suis retournée dans le salon. Il m'a suivi, silencieux, balayant la pièce du regard comme s'il la découvrait. Ce n'était pas le cas. C'est lui qui avait choisi le canapé. Le tapis. Le cadre toujours accroché au mur, une photo de notre voyage d'anniversaire à Cassis, la dernière fois où j'ai cru que nous étions encore une équipe. Je suis désolée, il a fini par dire. Bien, j'ai répondu. Maintenant, tu sors. Attends, il a supplié, s'avançant. S'il te plaît, juste 5 minutes. J'ai croisé les bras. Très bien. Parle. Il a avalé sa salive, les yeux brillants. Je n'ai pas voulu que ça arrive. Je me sentais perdue. Tu étais tellement absorbée par la grossesse, j'avais l'impression que tu n'avais plus besoin de moi. Jess, elle m'a écoutée. Ça a commencé par des discussions, puis... Tu te sentais ignorée, ai-je dit en haussant la voix. Je vomissais tous les matins, je m'injectais des hormones, je regardais mon corps se transformer, et toi, tu allais coucher avec celle qui m'a aidé à choisir ma robe de mariée? Il a grimacé. Je ne réfléchissais plus. J'ai fait une erreur. Non, ai-je répliqué froidement. Une erreur, c'est oublier notre anniversaire. Ce que tu as fait? C'est une trahison. Il a tenté de s'asseoir. Je l'en ai empêché. Non. Tu ne poses pas tes fesses sur le canapé que j'ai payé. Tu ne respires plus ici comme si cette maison t'appartenait encore. Je t'aime encore, a-t-il murmuré. Ça n'a jamais changé. J'ai cligné des yeux. Une seule fois. Lentement. L'amour, Aaron, ça ressemble pas à ça. L'amour, c'est être là quand je suis aux urgences. L'amour, ça ne couche pas avec la seule personne à qui je faisais plus confiance qu'à ma propre famille. L'amour ne me laisse pas pleurer seule dans une salle d'attente. Il a encore tenté. On peut réparer ça. Je suis allée dans la cuisine, j'ai ouvert un tiroir, sorti une deuxième enveloppe, et l'ai posée sur la table basse. C'est quoi, a-t-il demandé. Un préavis d'expulsion. Tu as 30 jours. Après ça, les serrures changent. Tu me vires? Non. Tu es déjà parti. Moi, je rends ça officiel. Il a baissé les yeux, abattu. Je voyais bien qu'il cherchait désespérément les bons mots. Il n'en trouvait aucun. J'ai nulle part où aller, a-t-il murmuré. Peut-être que Jessica t'hébergera, ai-je lâché. Si son mari ne te tue pas avant. Il a relevé la tête d'un coup. Tu lui as dit? Pas encore, j'ai répondu. Mais je vais le faire. Il est devenu livide. Vraiment paniqué. Je ne vous protège plus, ni l'un ni l'autre, ai-je ajouté. Ce qui vous arrive maintenant, vous le méritez. Aaron est resté là un instant, les yeux rivés au sol. Puis, enfin, il s'est dirigé vers la porte. Il a posé la main sur la poignée. Je t'ai jamais cessé de t'aimer. Je n'ai pas bronché. Tu as cessé le jour où tu l'as choisi. Il est parti. Et pour la première fois depuis que j'ai tout perdu, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Le pouvoir. Il était parti. Mais le silence qu'il laissa derrière lui n'avait rien de paisible, il était lourd. Comme si tout ce que j'avais refoulé jusque-là me retombait dessus d'un coup. Je suis restée longtemps dans l'embrasure de la porte, à fixer le vide, incapable de digérer ce qui venait de se passer. Ce n'était pas la dispute. Ni les larmes. Ni même la trahison.
C'était ce moment précis où j'ai compris que cette maison n'abritait plus de souvenirs. Seulement des fantômes. Je me suis assise au bord du lit. Le même lit où, des semaines plus tôt, je tenais mon ventre à 2 mains, murmurant des prières pour que le sang s'arrête. Pour que le bébé aille bien. Pour qu'Aaron pousse la porte, me serre dans ses bras, et me dise que tout irait bien. Il ne l'a jamais fait. Et maintenant, il ne le fera plus jamais. Les jours suivants ont été calmes. Trop calmes. Plus d'appels. Plus de messages. Plus de sourires hypocrites de Jessica dans mes messages privés. J'ai cru, l'espace d'un instant, qu'ils avaient enfin compris. Je me trompais. Le 5e jour, on a frappé à ma porte. Je pensais à une livraison. Mais non. C'était elle. Jessica. Lunettes de soleil surdimensionnées, un petit bouquet de marguerites à la main, les mêmes qu'elle m'offrait chaque année pour mon anniversaire. Elle a essayé de sourire. On peut parler ? Je l'ai fixée. Pas les fleurs. Pas ses mains tremblantes. Elle. Non, ai-je répondu sèchement. Elle a bougé d'un pied sur l'autre, comme si elle se préparait à un discours. S'il te plaît. J'ai merdé. Je le sais. Mais je veux que tu comprennes que ce n'était pas pour te blesser. Je suis sortie et j'ai refermé la porte derrière moi. Alors explique-moi, Jessica. Éclaire-moi. Elle a dégluti. Aaron était vulnérable. Tu traversais tellement de choses, et moi, j'ai laissé faire. Je sais que c'était mal. Je ne peux pas revenir en arrière, mais je suis désolée. J'ai ri. Un rire sec, sans chaleur. Tu as laissé faire ? Tu l'as invité. Tu l'as planifié. Pendant que je saignais, recroquevillée dans une serviette, toi tu riais avec lui dans des draps d'hôtel. Je t'aimais comme une sœur, a-t-elle soufflé. Non, ai-je dit. Une sœur ne couche pas avec le mari de l'autre. Une sœur vient à l'hôpital. Elle tient la main. Elle apporte une soupe chaude. Elle ne t'écrase pas. Son visage s'est effondré. Je ne voulais pas ruiner ta vie. Tu ne l'as pas fait, ai-je répondu. Tu as ruiné la tienne. La mienne ne fait que commencer. Puis je suis rentrée et j'ai claqué la porte. Elle est restée là un moment. Je l'ai observée depuis la fenêtre, dissimulée derrière le rideau. Finalement, elle a déposé les fleurs sur mon paillasson et s'est éloignée. Je ne les ai pas ramassées. Je ne les ai pas jetées non plus. Je les ai laissées pourrir. Le lendemain, j'ai reçu un appel du mari de Jessica, Marc. Cela faisait des semaines que j'hésitais à tout lui dire. Mais quand j'ai vu son message, un simple « on peut parler ?», j'ai su qu'il avait compris. On s'est retrouvés dans un café. Terrain neutre. Il avait l'air fatigué. Vieilli. Comme si la vérité lui avait volé des années en une nuit. J'ai vu les messages, a-t-il dit doucement. Les factures d'hôtel. C'est vrai, hein ? J'ai hoché la tête. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas crié. Il a juste fermé les yeux et poussé un long soupir, comme s'il retenait sa respiration depuis des années. Merci de m'avoir dit la vérité, il a dit. J'aurais préféré que tu n'aies pas à le faire. On a parlé pendant presque 2 heures. De mensonges. De trahison. Du silence insupportable qu'on subit quand on est le dernier à savoir. Avant de partir, il m'a dit « Je divorce ». Les papiers sont déjà en route. Je suis désolée, ai-je murmuré. Non, a-t-il répondu. Ne le sois pas. Tu m'as donné la vérité. C'est plus que ce qu'elle m'a jamais offert. Après son départ, je suis restée seule avec mon café, à fixer la porte, comme si j'attendais quelque chose. Je ne savais pas quoi exactement. Une forme de clôture, peut-être. Ou juste la confirmation que je n'étais pas folle. Que je n'étais pas le monstre qu'ils avaient essayé de me faire croire. Je ne l'étais pas. J'en avais juste assez de me taire. Ce soir-là, j'ai posté un message sur les réseaux sociaux. Rien de théâtral. Aucun nom. Juste ça. Parfois, les personnes les plus proches de vous vous regardent couler et prétendent que vous ne saviez pas nager.
À ces gens-là, j'espère que vous saurez un jour ce que c'est que de tout perdre. Je n'ai tagué personne. Je n'en avais pas besoin. Ils savaient. Et c'est là que les vraies retombées ont commencé. Mon post ne mentionnait aucun nom. Il n'en avait pas besoin. Dès le lendemain matin, ma boîte de réception débordait. Certains messages venaient d'anciens amis de fac qui avaient tout de suite compris. D'autres, de connaissances communes, jouaient les inquiets ES, tout en cherchant du potin. Quelques-uns m'envoyaient juste un emoji cœur ou un « je suis là si tu as besoin », comme si ça effaçait des années de silence. Mais un message s'est détaché des autres. Celui de la petite sœur de Jessica, Emily. Emily, je sais ce qu'elle a fait. Et je veux que tu saches que je ne la défends pas. Je l'ai toujours trouvée égoïste, mais là, elle a touché le fond. J'ai répondu d'un seul mot, merci. Elle a enchaîné, si tu as besoin de preuves, j'ai des captures. D'avant que tout ça n'éclate. Au début, je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas replonger dans ce puits sans fond. Mais la curiosité est une maladie. Et j'étais contaminée. Alors j'ai demandé, quel genre de capture ? 10 minutes plus tard, je les avais. Des textos entre Jessica et une autre amie. Jessica s'en vantait. Elle riait en expliquant à quel point c'était facile de manipuler Aaron. Comment les femmes enceintes, hyper émotives, sont les distractions parfaites. Un message disait. Elle croit encore que je suis sa meilleure amie. Je pourrais littéralement coucher avec son mari qu'elle ne s'en rendrait même pas compte. J'ai senti le sang se glacer dans mes veines. Un autre message. Aaron dit qu'il m'aime mais qu'il ne quittera sa femme que si elle découvre tout. Honnêtement, je m'en fiche. J'adore le frisson. J'ai tout imprimé. Pas parce que j'avais besoin de preuves supplémentaires, j'en avais déjà bien assez, mais parce que j'avais besoin de ne jamais oublier à quel genre de personne j'avais eu affaire. Plus tard dans la journée, Aaron m'a de nouveau écrit. Aaron, Jess dit que tu racontes des mensonges. Je suis restée devant le message un moment. Quelque chose s'est brisé en moi. Moi, les seuls mensonges, ce sont ceux que vous avez partagés pendant que vous me poignardiez dans le dos. Je n'ai encore rien dit. Mais ça pourrait changer. Il m'a appelé. J'ai refusé. Il a rappelé. Messagerie. Puis un texto. Tu es en train de ruiner ma vie. J'ai éclaté de rire. Moi, je ne ruine rien. J'ai juste arrêté de te protéger. Ce soir-là, j'ai épluché nos comptes communs. Aaron avait été négligent aussi de ce côté-là. Il avait utilisé notre compte joint pour des chambres d'hôtel, des dîners, de l'essence, même des cadeaux pour elle. J'ai tout surligné et envoyé à mon avocate. Le lendemain, j'ai appelé le service RH de son entreprise. Pas pour le saboter, je ne tomberai jamais si bas, mais pour séparer nos avantages. Je ne voulais plus aucune trace de lui dans mes dossiers médicaux, plus d'assurance commune, plus de contacts d'urgence liés. La femme au bout du fil était polie. Professionnelle. Mais j'ai entendu l'hésitation dans sa voix quand elle m'a demandé la raison. Je divorce, ai-je dit calmement. Il m'a trompée. Un silence. Puis, presque à voix basse, elle a murmuré, « Vous n'êtes pas la première épouse à me dire ça. » L'implication m'a glacée. Lourde. Jessica n'était pas la première. Peut-être même pas la deuxième. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis juste adossée à ma chaise, et j'ai réalisé que j'avais passé des années à construire un futur avec quelqu'un qui n'avait même pas de conscience. À la fin de cette semaine, Aaron a déménagé. Il ne m'a pas dit où. Je n'ai pas demandé. Je m'en fichais. La maison paraissait plus grande. Plus vide. Mais c'était mon espace, désormais. Chaque tiroir, chaque clé, chaque placard. J'ai ouvert toutes les fenêtres. J'ai laissé l'air vicié s'échapper. Et ce week-end-là, j'ai fait quelque chose d'inattendu. J'ai organisé un dîner. Pas pour qu'on me plaigne. Pas pour raconter mon histoire. Juste pour reprendre quelque chose en main, ma table, ma cuisine, ma voix. J'ai invité 3 amies. Des vraies. Celles qui ont débarqué quand j'ai arrêté de faire semblant que tout allait bien. Elles ont apporté du vin,
des lasagnes, un gâteau au chocolat. On a parlé. On a ri. On n'a même pas prononcé son nom. Pour la première fois depuis la fausse couche, je ne me suis pas sentie brisée. Je me suis sentie debout. Solide. Ce soir-là, après leur départ, je suis entrée dans ce qui avait été la chambre d'amis, celle où Jessica avait dormi des dizaines de fois. J'ai ouvert le placard. J'en ai sorti la boîte contenant les échographies, les notes de rendez-vous, les petits bodies achetés trop tôt. Je me suis assise par terre. J'ai tout sorti. Et j'ai dit au revoir. À ce rêve. À cette trahison. À cette douleur. Mais pas au pouvoir. Parce que la guerre n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer. Il y a une forme étrange de clarté qui vient après la dévastation, un moment où l'on cesse de sursauter face aux ruines, et où l'on commence à les balayer en petits tas bien organisés. C'est exactement où j'en étais. Je ne pleurais plus. Je n'étais même plus en colère. J'étais concentrée. J'ai engagé un enquêteur financier. Pas par vengeance, par stratégie. Je devais savoir jusqu'où allait la trahison d'Aaron, pas seulement sur le plan affectif, mais aussi financier. Parce que si je mettais fin à ce mariage, je ne comptais pas partir les mains vides. 2 semaines plus tard, j'avais un rapport complet dans ma boîte mail. Aaron avait détourné près de 12 000 € de notre épargne commune vers un compte privé au cours de l'année passée. Déguisé sous des intitulés comme remboursement de déplacement, honoraires de consulting, et autres tentatives pathétiques. Mais les justificatifs disaient la vérité, week-end à 2, cadeau de luxe, même un collier que j'avais un jour complimenté, sur Jessica. Il l'avait acheté pour elle. Avec mon argent. J'ai tout transféré à mon avocate. Sa réponse a été immédiate. Ça change toute la donne pour le règlement du divorce. On va réclamer réparation. Parfait. Ensuite, j'ai repris rendez-vous avec ma psy. La première fois depuis presque 1 an. Elle m'a regardée, interloquée. Tu rayonnes, a-t-elle dit. J'ai ri. C'est sûrement la rage. Mais non. Pas entièrement. Quelque chose avait changé en moi. Je ne courais plus après la justice. Je devenais la justice. Je lui ai tout raconté, l'infidélité, la fausse couche, les preuves, les captures d'écran, le dîner. Elle ne m'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai fini, elle s'est penchée vers moi et m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Tu sais ce que c'est, ça, elle a demandé. C'est toi qui réécris l'histoire. Pas juste survivre. Reconstruire. Renarrer. Ce mot est resté gravé. Renarrer. Cette semaine-là, j'ai recommencé à tenir un journal. Pas juste sur la douleur, mais sur les projets. J'ai fait des listes. Des objectifs. Des actions. Des choses que je devais reprendre. En haut de la liste, la chambre d'amis. C'était devenu un tombeau rempli de souvenirs, d'espace inutile, d'énergie que je ne voulais plus. Alors je l'ai vidé. Chaque coussin que Jessica avait utilisé, chaque verre à vin qu'elle avait touché, chaque livre qu'elle avait emprunté, tout est parti. J'ai frotté chaque centimètre carré de cette pièce comme si elle était toxique. Parce qu'elle l'était. Puis j'ai repeint les murs. Vert sauge clair. Une teinte qui renvoie la lumière. Ouverte. Neuve. Je l'ai transformée en atelier. J'ai accroché un panneau en liège. Acheté des pinceaux neufs. Des toiles. Je n'étais même pas peintre, et je m'en fichais. Ce n'était pas une question de talent. C'était une question de respiration. Aaron m'a retexté. Aaron, tu me manques. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, un autre message. Aaron, je sais que tu me détestes. Mais tu étais tout pour moi. J'étais juste trop aveugle pour le voir. Toujours rien. Puis un message vocal. Je suis passé devant la maison aujourd'hui. J'ai vu ta voiture dans l'allée. J'ai failli m'arrêter. Juste pour dire bonjour. Mais je ne l'ai pas fait. Je savais que tu ne voudrais pas. Je suis désolée. Pour tout. Je l'ai supprimé. Jessica, de son côté, avait disparu. Plus de textos.
Plus de visites surprises. Probablement trop occupée à tenter de sauver son mariage qui, selon Émilie, partait en vrille. Marc avait déménagé. Il avait demandé la garde de leur chien. Mis leur maison en vente. Jessica, disait Émilie, s'effondrait. Elle répète qu'elle ne pensait pas que ça irait aussi loin, m'a dit Émilie. Aussi loin? Elle croyait quoi? Que j'allais simplement encaisser? Pleurer en silence pendant qu'ils bâtissaient leurs fantasmes sur les cendres de ma vie? Elle n'avait rien compris. Elle ne m'avait jamais vu venir. Puis, un soir, j'ai reçu une invitation. Elle venait d'une association féminine que j'avais rejointe des années plus tôt, un réseau de soutien pour femmes ayant vécu des traumatismes de trahison, des fausses couches, ou des abus émotionnels. Elles organisaient une conférence. Elles m'ont demandé d'y participer. Racontez votre histoire, disait le mail. Montrez aux autres qu'il est possible d'en sortir. Je suis restée longtemps à regarder l'écran. La poitrine serrée. Les mains immobiles. Puis j'ai tapé, oui. Parce que ça ne concernait plus Aaron. Ni Jessica. C'était une question de puissance. De la mienne. Et l'histoire ne leur appartenait plus. C'était à moi de l'achever. La soirée de la conférence est arrivée plus vite que je ne l'avais imaginé. J'étais debout en coulisses, le micro entre les mains, tentant d'ignorer les battements frénétiques dans ma gorge. Devant le rideau, des rangées entières de femmes, certaines en tailleur, d'autres en leggings, certaines déjà au bord des larmes juste d'être présentes, remplissaient la salle. Je n'avais pas peur de parler. Pas vraiment. J'avais peur d'être vue. Parce que pour la première fois, je n'allais pas me cacher derrière des sourires polis ou des phrases toutes faites. J'allais dire la vérité. Brute. Pas seulement ce qui m'était arrivé, mais ce que j'en avais fait. Et cette vérité, elle était laide. Sans filtre. Mais entièrement à moi. Quand on a prononcé mon nom, j'ai marché jusqu'à la scène, le dos droit, les jambes tremblantes. L'animatrice m'a souri, m'a laissé la parole, puis s'est retirée. J'ai inspiré profondément. Et j'ai commencé. J'ai longtemps cru que la trahison, c'était des cris, des portes claquées, des assiettes brisées. Mais la trahison, ça peut aussi ressembler à du silence. À un reçu d'hôtel glissé dans une boîte à gants. À une meilleure amie qui ne répond pas à tes messages pendant que tu es aux urgences. Je me suis arrêtée. Plusieurs femmes ont hoché lentement la tête. L'une d'elles s'est essuyée les yeux. J'ai poursuivi. Mon mari m'a trompée avec ma plus proche amie pendant que je récupérais d'une fausse couche. Cette même amie qui dormait dans ma chambre d'amis. Qui savait combien de cycles il nous avait fallu pour tomber enceinte. Qui me tenait la main après chaque échec de traitement. Des murmures. Étouffés. Des murmures de celles qui savent. Je ne l'ai pas découvert parce qu'il a avoué. Ni parce qu'elle l'a fait. Mais parce qu'au fond de moi, quelque chose refusait d'accepter que ce silence autour de moi soit normal. Je leur ai raconté la découverte. Les messages. L'affrontement. Le dîner. J'ai même parlé de l'échographie que j'avais glissée sur la table comme une signature sanglante, irrévocable, sur leur trahison. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien cassé. Je n'ai pas cherché à me venger. J'ai juste, tout documenté. Je leur ai décrit la trace financière. Le compte caché. Le règlement de divorce. Puis je les ai regardés. Et quand certains m'ont demandé pourquoi je ne passais pas à autre chose en silence, j'ai répondu, parce que mon silence n'est plus leur zone de confort. Les applaudissements n'ont pas été tonitruants. Mais ils étaient constants. Sincères. Après la conférence, une file de femmes m'a attendu. Certaines voulaient simplement me prendre dans leurs bras. D'autres murmuraient merci. Quelques-unes m'ont raconté leur propre version d'autres visages, d'autres mensonges, la même douleur creuse dans la poitrine. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Pas parce que tout allait bien. Mais parce que je n'étais plus en train de faire semblant. 2 jours plus tard, j'ai reçu une demande de message sur les réseaux. Un nom que je n'avais pas vu depuis des années. Samantha. Une ancienne connaissance de la fac, on n'était pas proches, mais toujours cordiale. Elle écrivait.
Hey, j'ai vu un extrait de la conférence. Je ne savais pas ce que tu avais traversé. Je voulais juste te dire que tu n'es pas seule. Jessica avait essayé de draguer mon copain à une soirée il y a 2 ans. C'était super malsain. J'ai toujours eu un mauvais pressentiment sur elle. Le lendemain matin, une autre notification. Ton histoire m'a aidé à enfin quitter mon fiancé. Il me faisait du gaslighting depuis des années. T'écouter m'a fait comprendre que je n'étais pas folle. À la fin de la semaine, j'avais reçu plus d'une dizaine de messages similaires. Des inconnus. Des anciennes camarades. Même une femme dont je ne me souvenais pas, mais qui suivait mon compte artistique et disait être inspirée par ma manière de transformer la rage en clarté. Je ne cherchais pas de public. Mais un public s'était formé. Et puis est arrivé l'appel qui m'a surprise moi-même. Une productrice de podcast. Une des organisatrices lui avait transmis mes coordonnées. On adorerait t'avoir dans notre prochaine saison, elle a dit. Le thème, c'est « Se reconstruire ». Réécrire son identité après une perte. Tu serais partante ? Je n'ai même pas hésité. Oui. Après avoir raccroché, j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Mon histoire, celle qu'Aaron et Jessica avaient tenté de réduire à une note de bas de page, faisait plus de bruit que de réunis. Et je n'avais pas fini de parler. Pas encore. Parce que bientôt, tout le monde allait l'entendre. L'épisode du podcast est sorti un lundi matin. Avant midi, mon téléphone vibrait sans arrêt. Le titre était simple, La femme, la meilleure amie et le berceau vide. En quelques heures, les messages ont afflué. De femmes. D'hommes. Même de thérapeutes qui expliquaient qu'ils allaient recommander l'épisode à leurs patients, à celles et ceux qui n'avaient pas encore trouvé les mots pour leur douleur. Un message m'a bouleversée plus que les autres. J'ai fait une fausse couche dans le silence parce que mon mari m'a dit que ce n'était pas un vrai bébé. Je n'en ai jamais parlé à mes amis. Ta voix a ouvert quelque chose en moi. Merci. Je l'ai relu au moins 10 fois. Parce que je me souvenais exactement de cette sensation, être assise sur un papier médical glacé, fixant un écran vide, sachant que mon bébé était parti et n'osant pas faire un bruit. Aujourd'hui, ma voix atteignait des gens que je ne rencontrerai jamais. Et elle les transformait. Mais tout le monde ne s'en réjouissait pas. Ce soir-là, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Félicitations pour ta petite émission radio. J'espère que l'attention en vaut la peine. Aucun nom. Mais le ton, je le reconnaissais. Jessica. C'était le premier contact depuis qu'elle avait laissé ses fleurs faner sur mon paillasson. Je n'ai pas répondu. Elle ne méritait plus de mots. Mais la curiosité m'a rattrapée. J'ai tapé son nom sur Facebook. Son profil était toujours public. Ce que j'ai vu ? Un désastre savamment mis en scène. Des photos d'elle seule. Des citations sur la résilience et les nouveaux départs. Aucune mention de marque. Aucune photo de leur ancienne maison. Juste des selfies filtrés et des légendes floues du type. Parfois, les tempêtes viennent pour nettoyer le chemin. J'ai failli rire. Sa tempête n'avait pas seulement nettoyé le chemin, elle avait emporté sa réputation. Parce que sous ses publications trop lisses, les commentaires disaient la vraie histoire. C'est vrai que tu as couché avec le mari de ta meilleure amie ? Je t'admirais. Maintenant, j'ai honte d'avoir été ton ami. Même d'anciens collègues sont intervenus, confirmant ce que j'avais toujours pressenti. Jessica avait l'habitude de franchir les lignes, puis de faire passer les autres pour les coupables. Quant à Aaron, silence radio. Un ami commun m'a dit qu'il avait changé de boulot. Qu'il vivait maintenant dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Apparemment, il avait essayé de reprendre contact avec certains, mais personne ne voulait être associé à lui depuis que la vérité avait éclaté. Je n'ai pas ressenti de joie. Mais j'ai ressenti de la justice. Parce qu'ils n'avaient pas seulement trompé. Pas seulement menti. Ils avaient tenté de m'effacer, de me réduire à une femme fragile, émotionnelle, qui s'éteindrait en silence. Au lieu de ça, je suis devenue une voix qu'ils ne pouvaient plus faire taire. Une semaine plus tard, le podcast m'a recontacté. Cette fois, pour un événement en direct à Paris. Une plus grande scène. Un public plus large.
Et des caméras. J'ai dit oui. Avant de prendre l'avion, je suis passée par une petite boutique du centre-ville. J'y ai acheté quelque chose que je n'avais pas porté depuis des mois, un nouveau pendentif pour le collier que j'avais acheté après mon premier test positif. Une petite plume dorée. Légère. Mais incassable. Quand je suis montée sur scène, la salle était pleine. Je portais une robe noire. Simple. Solide. Sans notes. Sans texte. Juste mon histoire. Je n'ai pas répété. Je n'ai pas adouci. J'ai raconté la perte. La trahison. La rage. La décision de me battre pas avec des poings, mais avec des faits. Et j'ai terminé par ces mots. La douleur vous façonne. Mais la trahison vous sculpte. Ce qu'ils ont brisé n'a pas à le rester. Parfois, ça devient une armure. Les applaudissements ont duré 1 minute entière. Sans interruption. Après la conférence, une jeune femme du premier rang est venue vers moi, les mains tremblantes. Elle ne devait pas avoir plus de 23 ans. Mon fiancé m'a trompée pendant que je récupérais d'une opération. Je pensais que c'était de ma faute. Je croyais que si j'étais plus forte, plus jolie, plus compréhensive. Je lui ai pris la main. Non, ai-je dit. La seule chose que tu dois être, c'est libre. Elle a hoché la tête en pleurant. Ce soir-là, dans ma chambre d'hôtel, face aux lumières de la ville, j'ai pensé à la version de moi qui avait supplié Aaron de l'aimer. Qui faisait confiance à Jessica comme à une sœur. Qui tenait un test de grossesse en pleurant de joie, croyant qu'une nouvelle vie allait réparer l'ancienne. Elle n'existait plus. Mais la femme qui restait? Elle était plus forte. Plus lucide. Et elle n'attendait plus la permission pour prendre sa place. Demain, je rentrerai chez moi. Et à l'atterrissage, je savais exactement ce que j'allais faire. Quand l'avion a atterri, je n'étais pas simplement rentrée chez moi, j'étais transformée. Pas renée. Pas guérie. Juste différente. Aiguisée. Raffinée par le feu. C'était la première fois que je rentrais dans cette maison sans voir de fantômes. L'endroit était propre, calme, à moi. Il n'y avait plus de questions sans réponse dans l'air. Plus de « et si ?» Plus de chagrin accroché au mur. Je suis allée droit au placard, j'ai sorti une grande caisse de rangement, et j'ai commencé à la remplir. Tout ce qui était lié au passé, photos de mariage, cartes d'anniversaire, bracelets d'hôpital, échographie, je l'ai déposé dedans, soigneusement, pièce par pièce. Puis j'ai fermé la caisse avec du gros scotch gris. Et j'ai écrit dessus, en noir épais. Ce n'est plus à toi. J'ai conduit jusqu'à un garde-meuble à 15 minutes de chez moi. Payé 2 ans d'avance. J'ai placé la boîte tout au fond, sur l'étagère la plus éloignée. Fermée à clé. Et je suis partie. Je ne l'ai pas jetée. Je l'ai juste mise là où elle devait être, dans le passé. À ce moment-là, le divorce était officiel. Le règlement, signé. Le compte d'Aaron, vidé de chaque centime qu'il avait détourné. J'étais repartie avec la maison, la voiture, et la reconnaissance légale que la cruauté émotionnelle pendant la grossesse avait pesé dans la balance. Aaron ne s'est jamais opposé. Il n'est même pas venu à la dernière audience. Mon avocate m'a dit que c'était rare. Mais dans mon cas? Probablement la honte, elle a dit. Ou alors il sait qu'il a déjà tout perdu. Jessica, en revanche, n'a pas disparu. Elle a pivoté. Elle s'est reconvertie en coach en résilience sur les réseaux. Vous y croyez? La même femme qui a explosé 2 familles poste désormais des vidéos TikTok sur la reconstruction après l'échec et la guérison après la trahison. L'ironie m'a fait éclater de rire. Puis je l'ai bloquée. Elle m'a envoyé un mail. Une longue lettre d'excuses, confuse, qui ressemblait plus à un communiqué de presse qu'à une confession sincère. Elle écrivait des phrases comme « J'étais dans une mauvaise passe. Je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit. J'ai changé depuis. Je n'ai pas répondu. Mais je l'ai imprimé. Encadré. Et accroché au-dessus de mon bureau, non pas comme rappel de la douleur, mais comme preuve que certaines personnes ne changent jamais,
peu importe le nombre de fois qu'elles prétendent avoir grandi. C'est devenu un moteur. Parce que ce qui avait commencé par une simple invitation au podcast s'est transformé en quelque chose de bien plus grand. Les organisateurs m'ont proposé une chronique mensuelle, pas juste pour raconter mon histoire, mais pour animer des échanges avec d'autres femmes qui, comme moi, avaient survécu à la trahison et reconstruit sur les ruines. J'ai accepté. 3 mois plus tard, je gagnais ma vie en parlant de ce qui, autrefois, m'avait brisé. Puis est venue une proposition de livre. Puis une tournée de conférences. Puis un partenariat avec une association pour financer des soins psychologiques aux femmes victimes de trahison ou de fausses couches. Je ne racontais plus seulement mon histoire. Je créais un espace pour des milliers d'autres. Un soir, lors d'un événement en public, quelqu'un m'a demandé: comment on pardonne à quelqu'un qui n'est même pas désolé? J'ai marqué une pause. Puis j'ai dit: on ne pardonne pas. On dépasse le besoin de leur pardon. Cette phrase est devenue virale. Et c'est là que j'ai su, la fille qui, autrefois, murmurait des excuses dans le noir, seule, en train de saigner, ignorée, elle n'existait plus. Elle avait quitté l'ombre. Elle était devenue ce qu'elle avait toujours attendu. Une voix. Une alerte. Une arme. J'aimerais vous dire qu'il y a eu un happy end. Que j'ai rencontré quelqu'un. Que je suis retombée amoureuse. Que j'ai reconstruit une belle histoire. Mais ce n'est pas un conte de fées. C'est la vraie vie. Et parfois, survivre est déjà une fin heureuse. Je n'ai pas besoin d'une nouvelle romance pour valider ma valeur. Je suis l'histoire, maintenant. Et si vous vous demandez ce qu'est devenu Aaron? Aux dernières nouvelles, il sortait avec quelqu'un. Elle me ressemble un peu. Avant le glow-up. Avant que je reprenne le pouvoir. Peut-être qu'il essaie de recommencer. Ou peut-être qu'il prie pour qu'elle ne regarde jamais dans la boîte à gants. Quoi qu'il en soit, ce n'est plus mon problème. Parce que pendant qu'il continue à jouer un rôle qu'il n'a jamais su tenir, moi je suis devenue la femme que je n'aurais jamais cru pouvoir être. Alors maintenant, je vous pose la question. Si quelqu'un détruisait votre vie dans votre dos, est-ce que vous partiriez en silence? Ou est-ce que vous feriez en sorte qu'ils entendent chaque pas que vous faites?